Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver après cette longue pause estivale. Il s'est passé plein de choses à l'atelier cet été et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour vous signaler que les portes de ma formation en ligne Apprendre l'ébénisterie sont à nouveau ouvertes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, donc jusqu'au 17 septembre 2023. À minuit. Pour rappel, cette formation n'est ouverte aux nouveaux élèves qu'une à 2 fois par an uniquement. Donc, si vous êtes motivé, ne loupez pas cette session parce que la prochaine fois, les tarifs vont augmenter. Je vous rappelle également que cette formation est évolutive. Donc, il y a chaque année de nouveaux ajouts pour vous permettre de continuer à apprendre, ce qui est relativement inédit dans ce genre de formation. Donc, vous ne payez qu'une seule fois au moment où vous êtes inscrit et ces mises à jour, ces ajouts sont totalement gratuits, sans limite de durée. C'est aussi la raison pour laquelle le tarif augmente à chaque lancement. Donc si vous souhaitez apprendre les bases du métier d'ébéniste avec moi, qui plus est, c'est quand même pas mal. Pour rappel, je suis ébéniste de métier et j'ai plusieurs diplômes. Donc j'ai le CAP, le bac pro, le DMA, j'ai fait quasiment le cursus complet au niveau des diplômes. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment d'en profiter. Je sais que parmi vous, il y a énormément de personnes qui sont soit en reconversion professionnelle ou alors qui envisagent simplement de changer de voie professionnellement parlant pour se tourner vers un métier manuel, artisanal et qui a du sens. Notamment, en général, c'est souvent des gens du tertiaire qui décident, qui pètent un câble et qui décident de revenir à l'artisanat. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, hein, d'après moi. Surtout quand on sait qu'un CAP en un an coûte en moyenne 15 000 €. Donc voilà, déjà, ça peut en freiner plus d'un. Sans parler du fait qu'il faut être sur place pour suivre les cours, donc c'est très contraignant et il faut aussi avoir les moyens de mettre sa vie un petit peu entre parenthèses pendant toute une année et sans revenu. C'est aussi pour cette raison que cette formation existe, parce que il y a du pour et du contre de deux côtés, mais au moins il y a une solution, parce que ceux qui ne peuvent pas suivre de formation en présentiel ont la possibilité de quand même suivre des cours en ligne. Et vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je pense. D'après les retours que j'ai eus, je vois que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Alors c'est sûr que la formation en présentiel, vous êtes tranquille, entre guillemets, vous n'avez pas besoin de trop de discipline parce que vous êtes encadré par un prof, vous n'avez pas besoin d'acheter de machine, vous n'avez pas besoin d'avoir un atelier. Donc c'est sûr que là, en formation en ligne, il vous faut un espace où travailler avec des outils pour pouvoir suivre les cours et il vous faut aussi beaucoup plus d'autodiscipline parce que vous avez pas quelqu'un avec vous à l'atelier pour vous booster quand ça va pas. Mais en contrepartie, vous aurez la liberté et la flexibilité d'avancer à votre propre rythme. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et un autre point positif qu'on oublie souvent, c'est que quand vous suivez un cours, vous n'allez pas filmer le cours. C'est-à-dire que si vous oubliez ce que le prof a dit, c'est en quelque sorte perdu. Alors qu'avec ma formation, c'est différent puisque vous avez des supports à la fois texte, format PDF, et tous les cours sont en format vidéo. Donc vous pouvez revenir dessus de manière infini. Enfin bref, si vous voulez toutes les infos complémentaires, je vous donne rendez-vous sur mon site internet dont l'adresse s'affiche juste ici. Vous retrouverez également le lien direct dans la description et nous, on continue la vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer par faire ensemble le tour de l'atelier puisque comme vous voyez déjà, la couleur a changé. J'ai absolument tout repeint du sol au plafond en blanc pour que ça fasse propre et lumineux. Avant, c'était du placo brut, donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est simple, j'ai revu absolument toute l'organisation de l'atelier pour qu'il soit optimisé au maximum et croyez-moi, j'y ai réfléchi très longuement, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, mais ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, pourra, je pense, être utile à beaucoup d'entre vous qui n'ont pas un atelier très grand. Moi, j'ai 28 mètres carrés, je suis dans mon garage. Et pour la plupart d'entre vous, c'est exactement la même chose. Parce que, évidemment, moins on a d'espace et plus on doit être organisé. C'est vraiment la base. On n'a pas le luxe d'être bordélique, on n'a pas le luxe de ne pas réfléchir à comment est organisé son atelier quand on n'a pas d'espace. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est la première partie. Et en deuxième partie, vous verrez ma nouvelle machine, la scie à format que j'ai choisie, qui est de marque Halls Profi. Et vous verrez également du coup le technicien Michel qui est venu me la livrer et me l'installer, me la régler. Donc là, c'est pareil, vous apprendrez plusieurs choses sur comment régler convenablement et avec précision votre scie à format si vous avez la chance d'en posséder une ou si vous projetez de le faire. Premier changement que j'ai fait déjà, c'est au niveau de l'éclairage. Donc j'avais déjà ajouté énormément de lumière dans cet atelier puisque j'avais qu'une seule réglette néon quand j'ai acheté la maison. Aujourd'hui, il doit y en avoir peut-être 10 et c'est des réglettes à LED. Ça éclaire très bien. C'est pas du blanc pur, c'est du blanc lumière du jour.
Je trouve que c'est plus agréable. C'est un peu moins froid au niveau de la couleur. J'ai simplement ajouté une réglette supplémentaire ici, une réglette d'1,20 m et une deuxième là-bas dans le coin, sous la porte de garage, sur la porte de garage plus précisément, pour avoir un point de lumière justement par rapport à la scie à format, puisque je savais que j'allais l'ajouter. À l'époque où je l'ai fait, la scie n'était pas encore ici. Mais voilà, ça c'est vraiment le point numéro 1, je pense même le plus important quand on commence dans un atelier, c'est l'éclairage. Il faut absolument que vous ayez une luminosité suffisante dans votre atelier, déjà pour vos yeux. Premièrement, ça évitera de forcer sur vos yeux. Et deuxièmement, ça sera toujours plus agréable et beaucoup plus facile d'être précis, même quand vous faites quelque chose. Si vous voyez pas ce que vous faites, c'est tout de suite problématique. Donc ça, c'est le premier point et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la base. Le premier changement que j'ai fait au niveau organisation, au niveau rangement, c'est dans ce coin-ci, puisque j'avais une grosse colonne, une colonne de meubles de cuisine avec un petit meuble haut qui était rattaché sur le côté. J'ai tout viré, j'ai gagné du coup de l'espace au sol, puisque j'ai gagné tout l'angle, et j'ai pu y installer du coup mes différents racks à serre-joints. Ensuite, si on se déplace de ce côté-là, on voit aussi qu'il y a eu du changement, puisque ici, j'avais un meuble à double corps, un meuble de rangement. Donc pareil, j'avais une perte de place monumentale au niveau du sol. Je ne pouvais pas utiliser du coup ce pan de mur. Je l'ai donc dégagé et j'ai installé à la place 3 grands meubles hauts de 80 cm de haut et 60 cm de large chacun. Donc j'ai 1,80 m de rangement linéaire au total. Et croyez-le ou non, j'ai pu ranger l'intégralité de ce qu'il y avait dans ce fameux meuble dans ces 3 meubles hauts. Donc c'est vraiment colossal, on peut mettre énormément de choses. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment de la place. Donc ça, c'est pareil, hein. Ça c'est de l'organisation, mais du coup, un meuble haut, ça prend pas de place au sol. Et j'ai pu y installer ma défonceuse sous table, alors que je n'avais aucun endroit où le mettre, puisque comme vous le remarquerez dans cet atelier-là, le seul pan de mur que j'ai de disponible, c'est celui-ci, puisque de l'autre côté, j'ai un évier, j'ai la machine à laver, le sèche-linge, forcément, c'est chez moi, c'est dans ma maison. Donc voilà, il y a toutes ces contraintes-là à prendre en compte et je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous avez comme contrainte également. Donc ça, c'est pareil, c'est une règle très importante. Si vous avez la possibilité de mettre tous vos rangements en hauteur sur les murs pour dégager la place au sol, faites-le. Faites-le et franchement, vous allez me remercier, vous allez revivre d'un coup. Et vu qu'il me restait de la place, j'ai pu y caser ma servante d'atelier avec certains outils comme ça que j'ai à portée de main, que j'avais déjà depuis un sacré moment. Donc ici, elle a trouvé sa bonne place. Et de l'autre côté de la défonceuse sous table, ma fidèle caisse à outils qui date de mon CAP avec voilà quelques outils rangés à l'intérieur. Donc pareil, tout est à portée de main, c'est pratique, c'est rapide. C'est parfait. Et qui dit défonceuse sous table dit nécessairement fraises et outils de réglage. Donc là, c'est le même principe. Elles sont à disposition dans un rangement ouvert posé sur des French Lead, donc un taquet français. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais fait d'ailleurs avec la Shaper Origin. Toutes les fraises sont visibles en un clin d'œil. On en prend une, on l'utilise, on la range. Voilà, c'est rapide, c'est pratique. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument garder en tête. Plus ça sera facile à ranger et plus vous allez le faire, simplement. Si à chaque fois il faut ouvrir 3 tiroirs et 2 boîtes pour utiliser un outil, voilà, vous allez jamais le ranger ou alors vous allez jamais l'utiliser, ça va être le bordel et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, sur ce fameux pan de mur, on retrouve ma dégauchisseuse raboteuse et la scie à format que je vais vous présenter juste après. Donc là, pareil, au niveau organisation, la dégo rabot était de ce côté-là à la place de la scie à format. Donc je l'ai déplacé de ce côté-là, pareil dans un souci d'optimisation de l'espace. De toute façon, je n'avais pas le choix au niveau de la configuration de mon atelier. La seule et unique configuration valable, c'est celle-ci. Donc j'ai quand même suffisamment d'espace derrière, disons devant la dégauchisseuse raboteuse, devant l'arbre pour passer des morceaux qui font plus de 2 mètres. De l'autre côté, pareil, ça passe. Et au niveau du réglage de hauteur, c'est idem parce que la table de la dégo est légèrement 1 cm plus haute que la surface de travail de la scie à format. Donc je n'ai aucun problème de ce côté-là. Et en rabotage, c'est la même chose puisque la table de rabotage est en dessous. Donc là, on a un espace également. Donc si on a des pièces plus longues,
ça passera sans encombre. Et enfin, l'acier à format, donc ce modèle précis a un chariot d'1,60 m, je ne pouvais pas prendre plus grand, donc voilà, c'est comme ça, mais ça ira quand même très bien. Là, c'est pareil au niveau de la dimension, vous voyez, donc là, le chariot est tiré au maximum en arrière. Il n'y a aucun problème au niveau de l'établi, et pareil, devant, je peux avancer, je me retrouve embuté juste à ce niveau-là. Voilà, donc comme ça, c'est nickel, ça passe juste, hein, c'est quasiment au centimètre près, mais ça passe quand même. Et ça, c'est quelque chose que je pensais être impossible. Je ne pensais pas pouvoir être en mesure d'installer un jour une scie à format dans mon atelier compte tenu de la taille et compte tenu de la configuration dans laquelle il était avant. Voilà, mais avec les changements adéquats, finalement, tout est possible. Concernant la hauteur de l'établi qui est ici, alors je vous le spoil pas trop parce que c'est l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Première partie de la fabrication de mon nouvel établi d'ébéniste. La hauteur de travail est à 96 ici et j'ai réglé la hauteur de travail de l'acier à format 1 cm plus haut justement pour ne pas être en conflit. Si je veux débiter un panneau, un grand panneau, eh bien je pourrais le faire, il viendra juste au-dessus et il n'y aura aucun souci. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel il faut penser. Derrière l'acier à format contre le mur, j'ai quand même un petit espace pour pouvoir y stocker quelques panneaux. Donc là j'ai du médium de 22, du CP de 18 et du CP de 5. Au-dessus de l'acier à format, j'ai 2 étagères. Donc là j'ai stocké tout mon plaquage bien à plat. Donc ça part de là-bas et puis ça arrive jusqu'ici. Donc on a des longueurs de 2,50 m il me semble de mémoire. Et j'en ai certains qui sont en grande largeur, stocké sous forme de rouleau. Voilà pour ce qui est de la visite de l'atelier. Alors oui, c'était assez rapide parce que forcément il est pas très grand. Donc voilà. Néanmoins, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Et maintenant, on attaque la partie que je pense qui vous intéresse le plus, l'acier à format. Ça, c'est la règle graduée qui va se monter ici, avec les trous. Alors, il y a des trous oblongs. En fait, ça sert à, une fois qu'on est en place, quand on a le guide, ça sert à régler, on ouvre un petit peu les vis et puis on peut régler la graduation de manière très précise. D'accord. Hein, et puis après, il faut resserrer pour être en place, quoi. Okay. Donc le but avec les trous oblongs, on coupe un morceau de bois, on monte le tout, quoi, on monte le guide, je vous montrerai tout à l'heure. On met un morceau de bois, on le coupe, on mesure, et on regarde si ça correspond. Si ça correspond pas, on glisse, sans bouger le guide, on glisse la règle pour que la cote corresponde. Okay. Ce qu'on a relevé. Ah, donc celle-là, par contre, le guide, pour le parallélisme du guide par lame, celui-là, il n'est pas réglé. Hein. Celui-là, il faut le régler. Hein. Ok, c'est pour ça qu'il y a 2 écrous. C'est pour ça qu'il y a 2 écrous. Il y a un écrou pour le pincer, et il y a un écrou qui sert, et le deuxième écrou sert de contre-écrou à la vis qui passe au travers. Pour qu'elle se desserre pas, quoi. Nous aussi, on vend des lames chez Holz Profi. Nous aussi, on vend des lames. Et ce sont aussi des lames allemandes. Aussi. Ça, c'est une lame italienne. Italienne? Ouais. Ah alors c'est que ça vient de Chine, alors. Les Italiens, quelle mauvaise langue. Les Italiens, ils font que de l'assemblage. Donc, il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Hein. Voilà. Comme sur n'importe quelle machine, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que ce chariot, il y a des barres. Il y a 2 barres de chaque côté, il y a des roulettes. Et il a tendance, quand l'aspirateur n'aspire pas correctement, qu'il y a un petit peu de poussière dedans, les roues ont tendance à glisser sur les barres. Donc, ça fait que il peut arriver que tu te retrouves là, quand tu es en bout, quand tu pousses en bout, que tu sois comme ça. Tu vois? D'accord. Et donc là, tu peux plus ouvrir le capot. Ok. Parce que là, c'est déjà à ras, donc tu peux plus ouvrir le capot. Ouais. Donc si t'es comme ça, t'es dans la mouise parce que les roues ont glissé. En fait, tu prends ton chariot et tu le tapotes. Et en fait, t'as ton chariot à l'intérieur, t'as ton chariot, la butée, elle va taper dans ton chariot, elle va le faire avancer pour qu'il soit embuté de chaque côté. La partie qui est mobile à l'intérieur. Ouais. Et cette partie mobile, là, ça c'est un système, il y a plusieurs systèmes en fait. Mais quel que soit le système, quand tu es trop loin, quand tu peux plus ouvrir, la solution, c'est de bourriner, de taper. Alors, j'ai pas dit bourriner, j'ai dit tapoter. Bon, il faut qu'il avance quand même, il faut qu'on le voit avancer, mais il faut qu'on donne des petits coups pour avancer. Okay. D'accord? Sans bourriner. Sans bourriner. Attention. Voilà. Et ce que je te dis là, ça marche avec tout type de glissières. Que ce soit des roulements linéaires, des roulements
cylindrique, habille ou quoi que ce soit, ça marche. Je vais écrire sur ta belle lame toute neuve. Please, no! No! Je vais lui faire une petite marque. D'ailleurs, de l'autre côté aussi, comme ça je saurai où je suis, comme ça j'ai pas besoin de me pencher la tête. Tu la tournes pour comparer l'autre côté, c'est ça? À un endroit fixe? Non, alors déjà, première chose à faire quand tu fais ça, tu bloques ton guide, quelle que soit la position, on s'en fout, et tu fais un tour complet de lame, pour savoir si la lame est voilée ou pas, hein, sans bouger. Hein. Là, vu que c'est une Freewood, c'est sûr qu'elle est pas voilée. Hein. Bah, elle a 4 centièmes, les gars, hein, elle a 4 centièmes, et voilée de 4 centièmes. Non, 4 centièmes, ça va, on va dire que c'est dans les tolérances, on va dire. Ouais. Alors là, j'avance. Donc j'avance. Alors je mesure. Je mets à 0 à l'entrée de ma lame, là où j'ai fait ma marque. Ouais. Je me mets à 0. D'accord? J'avance mon comparateur jusqu'au bout de la lame. Donc là, on a vu qu'elle a quasiment fait un tour. Hein, donc on a quasiment 1 mm dans les dents. C'est le cas de le dire, dans les dents. Et là, maintenant, je ramène la marque que j'ai faite tout à l'heure, je la ramène sur le comparateur. Pour être sûr qu'on a si jamais la lame est voilée de 1 ou 2 centièmes ou 3 centièmes, ben, ce qui est le cas, c'est que là, au moins, j'aurai la même référence, en fait, à l'entrée et à la sortie. Okay. On est trop serré, on est trop pincé, puisqu'on va en augmentant. Donc le guide, il vient en exagérant, il fait ça, le guide. Ouais, il rentre en... Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que cette vis-là, il faut que je tire ce morceau-là, il faut que je tire vers la table pour écarter le guide. Donc là, ça a bougé de quoi, 5 centièmes? On ouvre de 5 centièmes là. Donc c'est un petit peu trop encore. On va essayer de le régler comme il faut, entre 1 et 2 centièmes. Donc normalement, c'est 3. L'ouverture, enfin moi je la règle à 3 centièmes d'ouverture. D'accord. Pour être bien quoi. La tolérance, avec 5 centièmes, je pense pas que tu vois sur 2 mètres. Ça m'étonnerait que tu verrais quelque chose en faisant des assemblages. Mmh. Ouais, bien sûr. Si déjà on le fait correctement, on essaie de le faire entre 2 et 3 centièmes, c'est l'idéal, comme ça t'es pas embêté. L'explication de pourquoi ça doit ouvrir, bah, tout simplement parce que quand on déligne un morceau, si le guide il ferme, bah, quand vous allez couper, derrière le morceau il va revenir vers la lame et vous allez refendre. Donc il y a de la sciure qui va revenir par en haut et vous risquez déjà si la lame ne coupe pas correctement, ça va brûler le bois. Hein, et vous risquez de prendre le morceau à la à la fin. C'est ça, très important pour la sécurité. On peut les régler, c'est des excentriques, hein. On les règle par l'arrière là. D'accord. Il y a un écrou, un contre-écrou, et il y a une vis, en fait, pour le tourner, pour que la tige, là, celle-là, elle soit vraiment bien à fleur avec le chariot, d'accord? Donc là, a priori, ça devrait être bon. On verra ça tout à l'heure quand on va monter le guide. Et vu que c'est un excentrique, du coup, on peut monter, descendre. C'est hyper progressif et le réglage est super fin, quoi. Oui. Et là, pareil, là, tu as un excentrique, ici et ici. Ok. Ça, c'est pour régler l'équerrage du guide parallèle. D'accord. Du guide perpendiculaire. Du guide d'écarissage. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, pour moi, écarissage. Oui. Écarrir. Non, écarrir, ça c'est les foutre dans le trou, quoi. Hein, mais les écarisseurs dans les campagnes. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour foutre dans le trou, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, pour régler notre règle, on vient se mettre, on va dire à 200 mm. C'est pas les lunettes, mais là on doit être pas trop mal là. Voilà, donc une fois qu'on a baissé et qu'on a réglé à 20 mm, à 200 mm, on vient au niveau de la lame et on vient mesurer. Bon, moi je le fais avec un réglé, hein. On vient mesurer sur une dent et là on voit qu'on est à 200, 210. Ça veut dire que tout le guide, il faut le ramener vers la lame. Voilà, 200 pile poil. Maintenant, ce qu'on fait, on casse le morceau et on compare l'épaisseur des deux extrémités. Voilà, et là on s'aperçoit que il y a une petite différence. Légère, ouais. Légère. Donc ça c'est 4 fois le défaut. Les traits, je les ai faits tout à l'heure pour savoir dans quel sens était mon morceau de bois. Donc celui-là, il est plus fin que celui-là. Ça veut dire qu'en exagérant, ça fait une flèche vers moi, là, vers mon sens. Ouais. Ça veut dire que le bout du guide,
doivent venir vers moi. Donc là, on va pouvoir y régler grâce aux fameux excentriques. Les excentriques, tout à ouais. l'heure. Voilà, et on essaye de nouveau. J'ai même fait trop maintenant. Pas beaucoup trop, mais c'est trop. C'est celui-là qui est plus épais que celui-là, la flèche est dans cette direction-là, donc ça veut dire que c'est trop. La référence que j'ai choisie, c'est la FP300 qui est disponible en 3 longueurs de chariot, donc 1,60 m le modèle que j'ai ici. Vous avez également la possibilité d'avoir un chariot de 2 mètres et maximum 2,50 m si vous avez plus de place que moi. Ce qui n'est pas difficile. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle spécifiquement? C'est très simple et vous allez comprendre tout de suite, c'est par rapport à la cape. Parce que comme vous le voyez sur ce modèle-là, la cape est complètement indépendante par rapport à la lame et par rapport au couteau diviseur. Sur la plupart des scies à format, surtout on va dire d'entrée de gamme, moyen de gamme, dans la gamme professionnelle quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, sans parler de scies à format qui coûtent 40 000 €. Mais voilà, en général, vous avez une petite cape qui est vissée sur le haut du couteau diviseur. Et c'est vraiment pas pratique du tout. C'est pour ainsi dire merdique. Franchement, c'est vraiment merdique. Déjà parce que dès que vous voulez refendre, vous êtes obligé de l'enlever parce que ça va vous gêner. Au niveau collecte de la sciure, c'est vraiment pas terrible. Le truc qui pendouille, c'est jamais au bon endroit. Enfin, franchement, c'est vraiment pas terrible. On n'arrive même pas à voir, au bout d'un moment, on voit même pas où est la lame. Ici, l'intérêt, c'est que vous voyez, je peux régler la cape, la hauteur comme je veux, en fonction de la hauteur de coupe que je désire, en fonction de l'épaisseur du morceau de bois. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est l'une des rares qui a cette fameuse option. Vous pouvez au maximum mettre des lames de diamètre 315, ce qui est très très bien. Hein. 99% des scies à format, c'est jamais plus grand que ça, sauf vraiment dans la grosse industrie, mais en général 305, 315, c'est le maximum. C'est ce que vous allez retrouver vraiment partout, quoi. Vous aurez aussi remarqué que j'ai changé d'aspirateur. J'avais un vieil aspirateur chez Pache qui était vraiment, bon, c'était vraiment, ça dépannait, quoi, mais bon, fallait pas lui en demander trop. Là, je suis parti sur un aspirateur cyclonique. Le fonctionnement de ce type d'aspirateur est très simple. En fait, il va simplement séparer les copeaux des poussières fines. Donc, toutes les poussières vont finir dans ce sac et tous les copeaux vont directement aller dans ce bac récupérateur. L'intérêt, c'est pas de trier la poussière du copeau. L'intérêt, c'est au niveau du filtre, puisqu'on n'a pas une vieille chaussette comme j'avais moi sur mon ancien aspirateur. Là, on a carrément une cartouche filtrante, donc ça filtre beaucoup plus finement les poussières du bois. Pour rappel, ce sont des poussières nocives, cancérigènes, et ces poussières-là, plus elles sont fines, plus elles sont dangereuses, puisque plus elles sont fines et plus elles vont se mettre profondément dans les bronches, dans les poumons, quoi. Donc ça, c'est vraiment excellent pour la santé générale dans l'atelier. Plus vous avez une filtration fine, et mieux c'est, tout simplement. Et sur cet aspirateur sont reliés du coup la scie à format et la Dego Rabo. Donc j'ai 2 entrées qui viennent ici avec 2 tirettes de guillotine pour pouvoir arrêter, bloquer le flux sur la machine qui n'est pas utilisée et ne pas perdre d'aspiration, ne pas avoir de grosses pertes de charge. Pour quand on utilise une machine, on ferme l'autre et comme ça on est tranquille. Et le dernier point à mentionner sur cet aspirateur, même si évidemment c'est un petit peu gadget, mais cette fameuse télécommande qui vous permet d'allumer et d'éteindre l'aspirateur à distance. Donc encore une fois, moi, mon atelier n'est pas très grand, je peux faire le voyage, mais quand on y prend goût, on prend vite l'habitude d'avoir la télécommande à portée de main à côté de la scie à format. On allume la machine, on allume l'aspirateur, on n'a pas besoin de revenir vers l'aspirateur, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, petit plus à mentionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses sur l'organisation de l'atelier et sur les scies à format, sur le réglage du moins.
N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours et vos impressions dans la section commentaires. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Alors oui, je sais, normalement c'est une vidéo un dimanche sur deux. Là c'est un petit peu différent. Donc voilà, il y aura une vidéo dimanche prochain. La première partie de la fabrication de mon établi d'ébéniste 100% en chêne massif, s'il vous plaît. Ça va être absolument magnifique. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. N'oubliez pas que les portes de ma formation Apprendre l'ébénisterie sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Donc allez jeter un œil à tout ça. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.